S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yassine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Moi, j'aime bien les podcasts qui commencent par la discussion directe. C'est marrant. Direct? Ouais. Ok, super. Toi, tu dis bonjour, hein? Ouais, je fais quand même une petite intro. Tu vas la comprendre, l'intro. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé que ça soit notre intro. Direct? Bah là, ça doit être notre intro, ça. On commence par quoi? Bah, ça y est, l'intro pour moi, elle est faite. Non, tu vois, c'est... Bon, en vrai, j'enregistre. Le Non. son, il est plutôt quali, là. Il est quali. Ouais. Bah, s'il est quali... Tout est quali? Tout y calé. Allez, on y va. C'est calé. C'est quali. Bon, il faut quand même faire un petit clap, que ça se fait moins. Ça se synchronise. Exactement. Vas-y, le clap. Et... Là, devant ton micro, s'il te plaît. Ah, D'accord, ça fait. alright. Bah du coup, comment ça va, Gad? On fait pas Tu commences d'intro. par du coup, toi. C'est toi, tu m'as dit pas d'intro. Bon, normalement, moi je dis bienvenue dans la tête d'un CEO, mais les gens ils s'en foutent, donc très bien. Les gens, ils sont là pour nous écouter. Et Wafi Amellah, kol shi labas. Bikhair, alhamdulillah, Bikhair, ça va. C'était du marocain pour les gens qui... Du Derija, on Du peut Derija. switch in English. Darija, c'est un mot intéressant pour Ça veut dire informer quoi? Vas-y-moi. ceux qui nous écoutent. En fait, bien sûr que la langue au Maroc, c'est l'arabe, mais enfin, c'est pas que l'arabe, c'est le berbère, c'est le français en deuxième, en troisième langue. Mais Darija, c'est l'arabe dialectal. C'est le dialecte De la street. de la street, voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est beaucoup plus rythmé, guttural, qui est, je sais pas, il y a quelque chose de... Et puis c'est une langue qui est très vivante, qui est très imagée. Il y a beaucoup de mots français à l'intérieur qui sont déclinés, qui sont arabisés. Et c'est une langue vivante, très vivante. C'est une langue qui est marrante aussi. Elle permet d'avoir beaucoup d'humour. Elle est belle ou pas comme langue? On m'a toujours dit que l'arabe c'est beau, mais... Non, je pense pas que... J'ai l'impression qu'il y a une forme d'élégance dans l'arabe classique, tu vois, littéraire. Une forme de délié, une forme de choses. Mais l'arabe dialectal, je sais pas, c'est des mots c'est un embouteillage de mots qui veut sortir de la bouche. Je sais pas. Il y a un truc. C'est la démerde. Ouais, mais c'est très. T'es courant, toi? Tu parles couramment? Ouais. Je suis Depuis courant. toujours? Non, Oh. c'était... T'es courant? T'es C'est le fluent? côté keb. Exact, je crois que c'est le... Oui, Mais- j'ai fait 4 ans au Canada, moi. Parce qu'il y a un film très connu au Québec, je sais plus lequel, La Florida ou un autre film, bref, où il y a un gars qui dit je suis fluent dans les deux langues. Donc c'est marrant, ouais. Je suis fluent en arabe, je suis fluent en anglais, je suis fluent en français, je suis fluent en hébreu, je suis fluent. Tu parles là-bas, quoi? Ouais. Je suis fluent en quoi? Je suis fluent. En c'est humour? tout. En humour. Je suis Bon, fluent ton humour. en humanité. Je suis fluent en podcast maintenant. Allez, Voilà. bon, le podcast a commencé, moi je veux quand même dire un truc. Hmm. Il y a des podcasts que je commence comme ça, je dis la résilience paye, putain. Hmm. Là c'est juste vulgaire. Pourquoi? Parce que tu les as reçus mes vidéos? J'ai tout reçu. T'as tout reçu. Ça fait des années que tu m'écris, j'en peux plus. Non, mais en vrai, moi je suis là, les amis, pas parce que j'ai envie, parce que je veux me débarrasser de ce gars. Écoute, un grand merci de m'accueillir, une grande dédicace à tous ceux qui t'ont harcelé pour moi et surtout par Mathieu, les temps qui- Stéphanie. Ouais. Matt, Stéphanie, franchement, respect. Bon, on a Grande un ami en dédicace. commun, on a quelqu'un qui est. Je pense que dans ce domaine, c'est une référence importante. Bien sûr. Et je trouve que Matt Stéphanie, plus il grandit dans ce qu'il fait et plus il se rapproche des gens. C'est très intéressant. C'est-à-dire que tu as l'impression que quand tu prends de l'ampleur, tu prends de la notoriété, de l'importance,
je sais pas, il a jamais été aussi proche et dans le vrai que depuis qu'il a fait le président de la République. J'allais dire, ouais, donc tu l'as Oui, vu celle-ci, ouais. bien sûr, non, mais parce qu'il y a des gens, c'est normal, avec la lumière, avec l'évolution, la notoriété, ils se distancient. Alors je suis pas dans le truc de ouais, je te la pète, là, chacun, ouais, t'es resté toi-même. Non, non, ils se distancient même d'eux-mêmes. Et lui, je trouve qu'il se rapproche de lui-même, il est pointed, comme disent les Berbères. Les Berbères, ils disent ça. Je sais pas, c'était histoire de terminer la phrase. Ouais, comme disent les Américains. Ok. Je veux te parler d'une chose. J'aime bien les gens qui disent avant, qui vont parler d'une chose, au cas où quand ils en parlent, tu t'en aperçois pas. J'ai envie de te poser cette question en tant qu'entrepreneur, parce que ça s'appelle Dans la tête d'un CEO, et je sais que j'ai un grand entrepreneur aujourd'hui. J'ai envie de te dire, est-ce que tu jubiles ? Waouh. Ça me fait plaisir que tu évoques ce mot et l'événement qui s'y rattache. Tiens, je te rapproche juste le micro. Sidi El Mellah. Vas-y, pitch-nous tout ça. Tu veux que je répète ou... Non, t'inquiète. Okay. Bonjour. Jubile, donc ce nom qui évoque immédiatement, bien sûr, le festival que je prépare. Et là, pour parler d'entrepreneur, c'est marrant parce que j'ai dit à mon associé, Grégoire Führer, qui a été le créateur du Montreux Comédie et d'autres festivals dans le monde, en Afrique, en Europe. Alors, pas juste pour rire, okay. C'était Gilbert Rozon. Mais il a un autre festival au Québec qui s'appelle Exclam. Il a beaucoup de festivals en Afrique. Lille maintenant, l'Hilarius. Montreux, qui est vraiment la plateforme de révélation de l'humour francophone. C'est le numéro 1 de l'humour francophone aujourd'hui. Et en fait, Jubile, tu as dit entrepreneur. C'est la première fois de ma vie que je me sens vraiment entrepreneur en créant maintenant ce festival. Pourquoi ? Parce que j'ai affaire à des gens et des choses et des trucs à dealer et à gérer et à manager des choses qui sont pas moi directement. Et c'est agréable. Tu kiffes ? Donc tu découvres des choses, ok. Mais c'est moins... Alors, il y a deux côtés. C'est un peu chiant parfois parce que tu te retrouves à gérer des choses qui sont pas ton métier. C'est pas du tout artistique. Alors, Grégoire me soulage beaucoup là-dedans parce qu'il a l'habitude, il le fait, mais c'est du management, en fait. Hein. Tu manages... et puis, tu dois... Avec une équipe, il y a une grosse équipe. Tu dois designer ce festival, tu dois l'imaginer, tu dois... C'est pas vraiment ce que j'ai fait toute ma vie, quoi. Tu vois, moi, j'ai écrit des blagues, j'ai été sur scène, Mais c'est de la créativité. Ouais, c'est de la créativité, ouais. Mais ce qui est bien, c'est que dans l'ombre, c'est pas toi qui es au charbon, tu y es forcément avec une équipe, mais il y a un certain plaisir à construire quelque chose dans lequel tu n'es pas forcément en lumière en permanence. Alors j'y serai parce que je vais présenter le gala. C'est très excitant. Le line-up, il n'est pas fait encore. Il n'est pas fait, mais... Il y a des noms. Bah ouais, on va avoir... Bah, je pense qu'on... Alors... Allez, spoil. Je sais que t'as envie de lâcher des trucs, là. Bah, il y aura Gad. Oui, il y aura Gad il y aura moi qui présente, bien sûr, le gala francophone, puisqu'on a un gala francophone et anglophone. En fait, j'aimerais pour Jubile, à Nice, qui est le premier festival international d'humour en France. Je dis international parce qu'il y a des humoristes qui vont venir du monde entier, qui vont jouer en anglais, et des humoristes du monde entier francophones qui vont venir jouer en français. J'aimerais avoir les meilleurs. Mais les meilleurs, ça ne veut pas dire les plus connus. Les meilleurs, ça ne veut pas dire surtout ceux que j'aime moins, ni sur leur travail, ni en perso. Parce que si un humoriste, tu lui disais, fais le line-up de tes mecs préférés qui sont tes potes et que tu trouves les plus drôles, il y a deux personnes dans le gala. Et donc, Roman et Redouane. Ouais, facile, ouais. ouais, facile, ouais. Et puis d'autres gens, et ça c'est un peu des potes, mais moi j'ai envie d'avoir le recul, je l'ai je pense, et j'en parle souvent avec mon partenaire, avec Grégoire, je veux les meilleurs et tous les styles d'humour, et je m'en fous si c'est pas ma cam à 100%, je veux juste que ce soit les plus efficaces, les plus drôles, ceux qui tuent comme on dit dans le game. Est-ce que tu casses la salle en deux comme disent les jeunes humoristes, les jeunes stand-uppers? Est-ce que quand t'arrives, t'es bon? Moi, je trouve qu'on se perd beaucoup en discussion dans le stand-up sur la théorie. Comment, tu sais, moi, la manière dont... J'ai entendu même deux stand-uppers un jour parler de la manière dont ils tenaient leur micro. Tu vois. Tout ça, c'est de l'anesthésie pour moi. Superflu, quoi. Ouais, tout ça, c'est très bien. C'est quoi, faut marquer, en gros? Non, il faut faire rire, il faut être efficace. Moi, en vrai, le seul critère pour moi de qualité d'un humoriste, c'est le bruit de la salle.
Mais le bruit des rires. Et je m'en fous si tu fais des vannes de cul, des vannes politiques, des vannes poétiques, des vannes, des imitations, tes ventriloques. Je m'en fous. L'espèce de sectarisme comique a été inventé pour ne pas assumer et pour ne pas se responsabiliser sur la qualité. Parce que c'est facile quand tu dis non, moi c'est pas trop ma came, parce que moi je fais plus des blagues, ou si tu veux, il n'y a pas de chute, c'est un concept, va dormir. On a besoin d'une chute, sinon tu ne seras pas dans mon festival. Comment tu vas aller chercher juste ces humoristes en voiture. Non, mais tu dis qu'il y en a qui sont pas connus, et plus encore, tu dis que... Alors quand je dis pas connus, c'est des gens, attention, pas connus, c'est pas des stars identifiées comme étant des... Mais c'est des gens qui travaillent tous les soirs dans les comédie clubs. Ok, donc ils sont sur les plateaux. Ouais. Est-ce que... de toute façon, si les humoristes... Enfin, après, peut-être qu'il y en aura, parce que l'ancienne génération, ils vont pas trop dans les clubs. Mais en même temps, de l'ancienne génération, il n'y en a pas beaucoup qui continuent le stand-up, malheureusement. Je dis malheureusement, parce qu'il y a des collègues à moi que je trouve tellement brillants et que j'aimerais voir sur scène, mais bon... Qui ? Tu penses à quelqu'un ? Parce que quand tu parles de l'ancienne génération, on est déjà sur du Jamel Comedy Club, tout ça. Ouais, ok. Je pense que on est tous d'accord que si demain Jamel il revient avec un truc fou, les gens sont... Jamel, il a fait combien de sketchs, combien de vrais spectacles ? Il en a fait 2 ? 100% ? Non, plus, je crois. Plus ? Mais après, c'est une question d'envie. Moi, je ne sais pas où il en est dans son envie, mais sa puissance... Est-ce que son désir est à la hauteur de son talent ? C'est ça, en fait. Son talent, il est là, Jamel. Est-ce que maintenant son désir, il est là ? Je sais pas. Il est sous-exploité, tu dirais, son talent ? C'est lui qui s'exploite lui-même. Hein, non, mais toi, tu dirais qu'il a encore beaucoup à offrir, même sur du stand-up, là où toi, tu as fait une dizaine de spectacles, alors que lui, il est passé à autre chose. Non, mais j'en ai pas assez parlé avec lui, mais j'aimerais bien en parler avec lui. Je pense que c'est... Est-ce qu'il a envie, enfin lui et les autres, et c'est la beauté du stand-up, c'est les discussions que j'ai avec tous les stand-uppers aujourd'hui, est-ce qu'ils ont envie de creuser ou pas ? Est-ce qu'ils ont envie d'aborder la vérité ? Mais la vérité, hein, les vrais sujets. Moi, j'ai compris que ça va faire 30 ans de toute façon que je fais ce métier, mais c'est la première fois dans ma vie que je fais un spectacle où j'aborde tellement ma vérité avec tous les sujets, tous, et je suis vraiment tellement open là-dessus que je prends un pied pas possible. Je jubile, justement. Mais vraiment, Tu prends plus le pied aujourd'hui que sur tes anciens spectacles. Bon, écoute, c'était une étape que je voulais aborder après, mais parlons-en. Tes premiers spectacles, j'ai quand même analysé qu'on parle de... Juste pour terminer, j'ai une pensée pour Danny Boone aussi. Ok. Parce que Danny, c'est puissance comique énorme. Et il revient, là. Sur scène ? Il revient sur scène. Ok. C'est drôle parce que tu vois, j'ai hâte de le voir. Moi, pour te parler de Danny Boone, alors je connaissais pas ses sketchs, mais typiquement, Bienvenue chez les Ch'tis, en tant que Marocain, je crois que c'était pas mon humour. Et je comprenais pas, tu sais, je me disais, ils pètent tous au box-office, mais je suis pas réceptif, quoi. Alors que Mission Cléopâtre, j'ai déliré, quoi. Ouais, bon, il faut pas que tu sois producteur de cinéma. Hein, quand t'amènes le scénario des Ch'tis, tu dis, je le sens pas. Non, mais attends, typiquement, c'est la question que je vais te poser sur les invités. Comment t'es capable d'analyser tes biais en te disant, c'est pas mon humour, mais en fait, la salle, elle est tellement pliante, tes billets BIAIS, de te dire c'est pas mon humour, mais il faut qu'il soit là au festival parce que moi, il va pas m'intéresser, mais il va intéresser plein d'autres personnes. C'est pas qu'il m'intéresse pas, c'est que c'est pas ma sensibilité. Ok. Ou elle, ou Yel. Oui. Attention. On s'excuse auprès des associations. De toutes les associations. Non, j'ai pas de problème avec ça. Moi, maintenant, je te dis, c'est que pour Jubile, à Nice, par exemple, en 2025, comment tu fais ? C'est-à-dire que en fait, je suis capable, tu le sais, toi, les humours qui t'intéressent ou qui t'intéressent pas ou qui te parlent. Il y a des humoristes, moi je regarde et je me dis, c'est génial parce qu'il les a tués de rire, mais il aborde des thématiques qui ne m'intéressent pas, ou alors sa personnalité, elle me touche pas, mais je reconnais que le mec ou la femme qui est sur scène, il y a une force, il y a une puissance. Et si tu veux faire un bon festival, c'est ça qu'il faut faire. Si tu ramènes que tes potes, tu parles pas à tout le monde, t'es sectaire, Moi, je veux les meilleurs. Révélation, on les connaît pas encore, moi je veux qu'il y ait une révélation. Regarde ce qui s'est passé pour Ahmed Silla au Marrakech du Rire, c'est quand même très très beau. Et Ilyes aussi. Aussi, Ilyes Jadel, tu parles. Mais bien sûr, parce qu'ils sont nés... la star du dernier. Ils sont nés dedans, à Marrakech, tu vois.
Et la vocation d'un festival, pour moi, c'est ça. Quelle beauté, quoi. Moi, je me revois, juste pour rire, dans les années 90, à essayer de faire un gala aux côtés des grosses stars de l'humour québécois, français. Et je suis là et je rêve de... Il y en a des jeunes qui veulent ça. Il y en a des jeunes qui vont démarrer. Donc moi, j'ai envie de révéler aussi des gens. Après, il y a ceux que j'aime. C'est clair que si tu me parles de Roman, par exemple, c'est pile poil ma sensibilité. C'est comme il est de ma famille comique. Alors, tu prends trop de sujets. Merde, là, tu me défonces ma trame. Raconte-moi, Roman. Qu'est-ce que tu captes en lui? Et je vais aller plus loin dans la réflexion. Qu'est-ce qu'il a que toi, tu n'as jamais réussi à faire ou à acquérir en tant qu'humoriste? Qu'est-ce que tu admires chez lui? Wow. Je pense que j'ai une comment dire, une admiration, j'ai l'impression, un peu comme en amour, que qu'on se connaissait presque d'une autre vie, quoi. C'est-à-dire que j'ai ressenti avec Roman la même chose qu'avec Jerry Seinfeld, par exemple, la même chose qu'avec... C'est-à-dire, c'est comme si... J'ai eu ça avec Woody Allen aussi. C'est-à-dire qu'il y a des artistes... Ouais, c'est des connexions. Tu peux terminer les fins de phrases. C'est un peu comme des potes te racontent leurs histoires d'amour. C'est incroyable, on est amoureux parce que tu sais quoi, il me comprend, elle me comprend, on se comprend. Et en fait, il y a des artistes avec lesquels tu as ça. Ça ne veut pas dire que tu es tout le temps d'accord. Ça ne veut pas dire que tu aimes tout ce qu'ils font. Mais tu vois son bordel. Tu vois ce qu'il est en train de faire. Tu comprends ce qu'il est en train de... Je vais même revenir un petit peu sur une autre chose parce que j'ai un flash. Vas-y. Ça va tellement, même beaucoup plus loin, cette histoire de reconnaître le talent des autres. Il y a même des humoristes qui sont des humoristes avec qui je suis pas pote, mais plus loin, qui sont des gens qui peuvent ne pas aimer mon travail, même qu'ils l'ont dit, ou alors qui me critiquent, mais dont j'aime le travail. C'est-à-dire que je dois être le plus objectif possible. Tu dissocies l'artiste de l'homme? Ouais. Ouais, à fond. Bon, pas pour Hitler et ses tableaux, mais... On valide pas, non. Non, on valide pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que... C'est-à-dire, ça voudrait dire sinon que tu es que sur ton orgueil. Moi, je connais des humoristes qui, dans toutes les corporations, tu as des gens qui parlent et qui ont dit un truc sur moi, ou je les ai même vus dans les médias dire des conneries. Mais en même temps, s'ils sont bons, ils vont venir à mon festival. Parce que moi, je veux les voir, je veux leur parler, je veux voir leur... Je suis pas dans une mécanique d'ego, de ouais, si tu... Toi... Il n'y a pas des chapelles comme ça. Y a pas... La seule chapelle, à part Dave Chappelle... Tu l'as vu Il est venu à Paris. Je l'ai vu plein de fois. Ouais, ok, non, mais je sais, là, il y a quelques mois, il était non, venu, je l'ai pas vu. C'était sold out. Moi, j'ai pas pu. C'est bien, c'est normal. Non, j'ai pas vu son dernier show. Mais pour revenir à Roman, je crois que c'est comme si on était de la même famille, du creusage, ça n'existe pas, mais de l'anthropologie, de la sociologie, de la spiritualité. Mais là, c'est l'homme, c'est plus l'art. De la recherche. Oui, mais dans l'humour, l'art, c'est l'homme. L'art, c'est l'homme. On dirait une société, tu sais, qui fait de l'aluminium ou un truc comme ça. Il a été numéro 2 de l'art, c'est l'homme. l'ArcelorMittal. l'ArcelorMittal. Moi, je pense que, franchement, tu vois, chez les humoristes, pour moi, c'est leur langage qui est important, mais ils sont qui? C'est qui Roman Fraissinet? C'est qui Paul Mirabel? C'est qui Redouane Bougueraba? Tu vas pas me dire que c'est pas lié ce qu'ils font sur scène à ce qu'ils sont profondément. Alors, si c'est pas lié du tout, c'est qu'il y a un truc un peu fake. Ça veut dire qu'il y a une posture. Ça sera pas pérenne. Et c'est pas pérenne. C'est pas pérenne. C'est pas mal pas pérenne aussi. Pas pérenne, c'est une papeterie égyptienne. Je sais pas pourquoi c'est pas pérenne. Qui vend des papyrus, c'est ça? Qui vend des papyrus. Papyrus, c'est des grands-pères qui habitent en Russie. C'est des papyrus. Non, en fait, je pense que ceux qui sont dans une posture, et j'en connais, moi je connais même des humoristes dont c'est pas la voix quand ils parlent. Ah, ils jouent un truc, quoi. Ouais, j'étais hier, et tu le vois dans le lendemain. C'est Mick Bigard, là, ou quoi? Ah non, Bigard, non. Bah, Bigard, il fait plus d'humour. Non, mais alors, Bigard, tu vois, parce qu'il faut être un peu juste. T'aimes bien? Je vais t'expliquer. Ouais. Parce que, tu vois, c'est intéressant quand même. Parce que moi, j'aime bien
comment dire, être juste et être honnête. D'abord avec moi-même avant toute chose. Tu vois, Bigard, par exemple, moi, je l'ai connu à une époque où c'était le patron. Mais le patron, je te dis, on s'en fout qu'on n'aime pas, qu'on aime bien, qu'un humoriste dise bite, salope ou pas. Moi, je ne parle pas de ça. À un moment donné, c'était le patron. Quand je te dis le patron, c'est-à-dire qu'au-delà du fait de remplir le Stade de France et de remplir les Zéniths et de remplir toutes les... Je l'ai vu faire. On l'a tous vu prendre des salles, les retourner, les remettre à l'endroit, les retourner, les monter au plafond, les redescendre. C'était un gourou, quoi. C'était un mec qui rentrait sur scène. C'était fou ce qu'il faisait. Et c'est trop facile... derrière le côté oui mais c'est vulgaire, ok, c'est grossier, plus que vulgaire d'ailleurs, c'est grossier, oui. Est-ce que c'est ma came d'humour à 100%? Non. Mais est-ce que tu reconnais que le mec il a été le patron, il a vendu tellement de billets en France? Oui. Donc moi j'aime bien reconnaître ça, c'est important. Sinon je me mens à moi-même. Non mais très bien, et de toute manière j'ai compris, beaucoup d'authenticité et d'alignement. Quand on parlait de Roman, moi je pensais à ça, je me dis que c'est... Même, et c'est sûr qu'artistiquement, il a un don incroyable. Il te fait, moi, j'appelle ça des blagues à emporter. Des blagues que quand tu rentres chez toi le soir, tu dis putain. Les doggy dire ça. Ouais, mais des doggy bag. Blague. Putain, merde. C'est Redouane ça. Oui, non mais oui, ça. Non mais plus sérieusement, en mode, il y a une réflexion derrière, notamment ses chroniques sur Click, etc. Non, tu vas pas me convaincre. Moi, je suis. Si c'était une femme, je l'aurais épousée. Tu l'aurais épousée. Ouais. Ou adoptée, je sais. Et si c'était une femme, je dis parce que je suis hétérosexuel et qu'il est un homme. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'a même plus le droit de dire quoi. Non, ça y est, on est en cercle fermé. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais tu m'accueilles dans ta chambre, dans ma chambre où j'ai pris mes aises. Ah ouais, t'as pris tes aises, frérot, de fou. J'ai pris ma douche. On est à Lyon. Je fais 5 soirs à Lyon. Je suis très heureux de jouer à la Bourse du Travail. C'est une salle importante pour moi parce que c'est là où j'ai filmé La Vie Normale, un de mes spectacles, le spectacle qui m'a fait connaître. T'as aussi fait L'autre c'est moi ici. Ah oui, L'autre c'est moi. Mais bien sûr. J'ai fait les deux. Où tu dis en gros, mais je le dis partout qu'à Lyon c'est comme ça. Mais je le dis dans toutes les villes que Lyon c'est comme ça. Mais j'en ai parlé assez vite à oublier. Mais ça c'est dans L'autre c'est moi ou La Vie Normale, je sais pas. C'est soit L'autre c'est moi, soit Papa est en haut, mais je pense que c'est L'autre c'est moi. En tout cas, on est dans ma chambre d'hôtel, on est dans une grande intimité en effet. Ouais. Ah oui, il y a un autre iPhone ici. Faut que je me filme aussi, il n'y a pas que toi comme star. Non, juste Roman, ce que je veux dire, et tu vas très vite comprendre, tu peux faire venir n'importe quel humoriste pour son talent, mais tu ne prendras sous ton aile que des personnes dont l'homme, tu es fan. Ouais. Je parle de Roman, je parle de Redouane. On n'a pas bien compris sa phrase, hein, mais ce qui veut dire, le monsieur, comment il a du mal à s'exprimer. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, en effet, les gens avec qui je vais faire un bout de chemin dans la création, dans l'échange, dans le partage, peut-être les amener avec moi en tournée, aller sur leur tournée, il faut qu'il y ait, au-delà de la reconnaissance de leur talent et de leur travail et de leur humour, une connexion. Un plus, quoi. C'est vrai qu'avec Roman, quand on se retrouve dans une ville, en France, quelque part, même ailleurs, j'ai hâte, quoi. Je suis excité. Il joue pour toi ce soir ? Non, il n'est pas là, il est en train de préparer son nouveau show. Par exemple, là, j'ai hâte, j'ai parlé avec Mehdi aussi, Mehdi Alalami qui travaille avec lui, qui écrit, on a écrit un peu ensemble sur mon show. Ce matin, je disais à Mehdi, j'ai hâte de vous retrouver, vous me manquez les gars. Et moi, je ne peux pas embarquer avec des gens en tournée, surtout pour mes premières parties avec qui je n'ai pas d'affinité. Mais après, j'invite beaucoup d'humoristes. Il y a Tariq qui m'a suivi longtemps. Yacine Hitch est très doué. Plus récemment, Briac. Harold Barbet qui a fait une première partie. Nash est venu. Moi, j'avais eu Samuel Bambi, je crois. Bambino, j'adore Bambi. Au Dôme. Alexandra Roth. Enfin, et Redouane aussi. Ouais, Redouane, bien sûr. Il a fait les premières parties. Lise de Hurtevent. Moi, j'adore la nouvelle génération des stand-uppers. Ça t'enrichit ta créativité d'écrire avec Roman ? Ça m'excite, ça m'éclate, Ah ouais, complètement. T'avais déjà écrit avant, dis-moi si je me trompe, t'écrivais avec ta sœur Judith ? Ouais, avec Judith, on a écrit ensemble, et Fredo Hazan. J'ai jamais vraiment coécrit avec un humoriste, c'est la première fois. Est-ce qu'il y a une corrélation au fait qu'aujourd'hui, c'est un spectacle plus intime que t'es livré ? Est-ce que c'est Roman qui t'a poussé dans tes retranchements à ce niveau-là, ou c'était une thématique que tu voulais dès le départ aborder ?
Je crois que je voulais le faire dès le départ, mais le fait d'être face à Roman et face à la nouvelle génération, tu peux pas trop tricher. Et puis, il y a eu toute l'histoire du plagiat juste avant, qui, si tu veux, la bonne chose de cette affaire-là, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, écoute, je vais pas passer ma vie à essayer de me justifier, va au travail, invente des choses dingues, et j'ai redoublé d'exigences, et eux aussi. Okay. Parce que eux, quelque part, ils étaient touchés eux aussi, et ils connaissent mon travail, mais en fait, ils se disaient, Gad, il faut que... On avait des fous rires parfois, parce qu'on commençait une thématique, on travaillait, et les gars, ils venaient, ils me disaient, il faut que je te montre un truc, j'ai une mauvaise nouvelle. Et là, il me montrait un humoriste de derrière les fagots dans un comédie club qui fait ça. Je lui dis, mais les gars, j'ai pas le droit de parler des beignets au chocolat. Ouais, mais en fait, moi, aujourd'hui, je dois être plus vigilant que n'importe qui là-dessus. Voilà, mais je pense qu'ils m'ont apporté ça. Mais dans la vérité, encore une fois, parce que tu te rapproches de la vérité. Écoute, moi, c'est un challenge tous les jours. Je suis excité de me rapprocher de la vérité, même dans mon même show. Là, ce soir, je joue le 4e show à Lyon. Je te promets, je te fais pas vraiment une posture de... Je veux être, ce soir, plus vrai qu'hier soir. Mais vraiment. C'est-à-dire, je veux être au plus près de ce que je ressens, de ce que je dis. Je fais des digressions aujourd'hui qui sont très confortables, qui sont très jouissives. Hier, j'ai dit, je suis prêt à rencontrer l'amour. Sur scène, il n'y avait pas de blague. Je suis prêt à rencontrer l'amour parce que enfin je m'aime. Tu l'as pas encore rencontré, là, l'amour ? Ben non. Parce qu'entre le moment où tu t'aimes et le moment où tu rencontres l'amour, il y a un petit laps de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qui paraît sérieux, lourd, bizarre de dire je m'aime. J'ai fait un travail sur moi où je connais mes défauts, mes valeurs, et je peux m'aimer au sens, je suis pas fan de moi, je m'aime, je m'apprécie. T'acceptes, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Je vais éternuer, je crois. Vas-y, je t'en prie. À tes souhaits, à tes amours. J'en Oh! Alors moi, je mettrais une musique et c'est parti. Tu t'adresses à ton public dans le dernier spectacle. Si ça, ce serait pas la bande-annonce. Là non, mais t'inquiète. Je vais éternuer, tac, à tes amours, musique, bam, je sais pas. En plus, ouais, faut que je change ma musique, elle est pas ouf. Ah ouais, t'as une musique ? Ouais, j'ai une musique, mais elle est pas ouf. Tu me ferais pas un petit acoustique petit oiseau si tu n'as pas d'aile. Un petit oiseau si tu n'as pas d'aile. Ah, tu peux pas voler. Tu peux pas voler. Je sais pas, ou alors... Alors, c'est un peu un beatbox. Non, un peu... Ça, c'est un titre de podcast un peu Fenêtre sur la vie. Non, comment il s'appelle le tien ? C'est dans la tête d'un CEO. Exactement. D'ailleurs, t'es CEO ? T'as ton nom ? Tu crois ou pas ? Bah, je pense que si. En fait, moi, CEO, c'est pas le bon mot. Je dirais T'aimes bien les gens qui disent CEO sur leur Instagram ? Ils sont non. CEO. Même si je l'ai mis, moi. Non, je l'ai mis sur LinkedIn. Je l'ai pas mis sur Instagram. LinkedIn. T'es pas sur LinkedIn, toi ? Non, t'es trop vieux pour ça. T'as plus rien à prouver, de toute manière. LinkedIn, on dirait une insulte. Juste là-dessus, pourquoi tu t'adresses à ton public pour la première fois ? J'ai l'impression. Je crois que c'est dans La Vie Normale où tu crées un... C'est Décalage ou La Vie Normale ? Où tu crées ce magnifique sketch. Je pense que pour moi, c'est un de tes plus beaux sketchs parce que tu vois la création en live avec le public, avec le nain qui parle allemand et qui se prend pour Jamel après. C'est super drôle. Et mes parents l'ont vu et me racontaient qu'ils ont vu aussi un tout autre spectacle avec toi qui l'ont créé. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que dans ces spectacles-là, alors, j'ai un peu de formation stand-up et j'ai cru comprendre que tu faisais du sketch. Donc, tu incarnais des personnages. Ensuite, tu as commencé à parler de choses, de personnages type Le Blond, mais plus avec du stand-up, quoi. Tu parlais de cette personne, un coup tu jouais, un coup tu revenais à Gad. Et aujourd'hui, tu fais que du Gad, j'ai l'impression, en mode Gad, moi. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un côté... tu as envie d'être plus proche de ton public encore ? Public qui te connaît parfaitement, ou presque. Je crois que l'évolution, ça ne peut être que, encore une fois, l'introspection. Et l'évolution, ça ne peut être que aller encore plus près du vrai. Ça peut pas être une évolution. Alors, il y a l'évolution qu'on a tous voulu faire les zéniths, avoir des écrans, avoir des lumières, avoir... Ça, tu l'as fait. Bon, tu le fais. Mais la grande évolution, c'est finalement... c'est comment est-ce que toi, tu deviens grand ? Comment est-ce que tu deviens vrai, le plus vrai possible ? Et ça, c'est infini. Alors que
avoir des bonnes blagues et faire les zéniths, ça, à un moment donné, c'est limité. Tu vois, Mais pourquoi t'as besoin d'être vrai? T'as l'impression que les Parce gens... que c'est ça qui est en éveil, c'est ça qui donne de l'inspiration permanente et c'est ça qui challenge. Et c'est la vie, c'est ce qui donne la vie au show. Parce que si je fais un show où je fais des sketchs, par exemple, avec des personnages bien ficelés, voilà, et je me casse, je m'ennuie à mourir. J'ai envie de mourir, je peux pas. Attends, tu nous parles de la cigarette, Ouais. Sébastien, chouchou. Elle a dit, comment appelle-t-on les gens qui ne mangent pas la viande? Alors moi j'ai dit les pauvres. Est-ce qu'on peut dire que t'as été avant-gardiste sur le sujet du genre? Ouais, peut-être. Il y a des sujets, je me dis, quand je revois ça, toi tu bois la bouteille direct. En plus, bon, Il est bien éduqué, ça l'a embarrassé. Ah bah, Chaud, ma la bouteille. c'est maman qui va te faire. Bon, ma mère, je suis obligé de le dire en podcast, elle m'a dit tout à l'heure, dis à Gad qui vient de manger à la maison. Bah, spécial dédicace Et à la maman. Et qu'elle fait un meilleur, enfin c'est mon père, mais il fait un meilleur couscous que ta C'est daronne. lui qui le fait. Ouais, quelle douille. Mais c'est ma mère qui t'accueillera. C'est un couple très évolué. Non, là-dessus, juste sur le sentiment de devoir être vrai, moi je pars du principe qu'à la base, t'as plus rien à prouver. Je veux dire, financièrement, C'est pas pour t'as rien à prouver. prouver. Pourquoi t'as besoin pour toi d'être C'est ça qui plus m'ex- vrai? Bah, c'est ça qui m'excite, si tu veux, dans tous les sens du terme. C'est comme avec les gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'excite? C'est les gens vrais, c'est les gens avec qui je peux creuser. Et que... c'est la même chose dans les rapports, dans les relations amoureuses, c'est la même chose dans les... Mais tu cherches une dans la acceptation. sexualité, c'est la même chose dans l'amitié, c'est la même chose de aller vers le vrai, parce que je me rends compte, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a que ça, justement, pas de vrai, mais que ça d'excitant, quoi. Qu'est-ce que tu... mais, je sais pas, c'est... Et puis c'est infini, et puis par exemple, peaufiner une vanne pour rentrer encore plus dans l'intimité, c'est infini, et c'est excitant, et je te jure, là je te parle, là j'ai un passage sur ma rencontre avec le pape, dans le show, et j'ai envie de le développer encore plus parce que c'est hilarant, parce que les gens ils sont fous sur ce passage et qu'il y a des rires qui sont dingues. Mais je veux aller encore plus loin. Parce que, je sais pas, ça m'éclate quoi. Et puis c'est une bonne drogue quoi. Il y a un côté addictif. Hein. Moi qui ai Bien connu sûr. l'addiction, il y a un côté addictif. C'est. Je L'addiction, je parle à l'alcool, pas à la drogue. Non, mais je sais, mais t'en as parlé, mais justement, l'addiction, quelle que soit, hein, drogue ou alcool, c'est une Ou maladie. en sexe ou en casino. Ou... Non, mais oui, mais là, on parle pas de toi, enfin, je crois pas. Non. Ou Non, comment non. tu vas nous raconter des trucs. Non. Non, sur qu'est-ce que tu ressens quand tu montes sur scène? Est-ce que t'as toujours ce petit trac? On dit trac ou tract? J'ai jamais su. Trac, hein. Tract, ouais. Ouais. Tract, je l'avais dit dans un sketch pour rigoler, c'est Abdrazak qui disait Madame, j'ai le tract. C'est ça. Écoute, non, j'ai plus le trac, le trac qui me tétanise, qui me. Merwan, il dit que tu débarques 5 ou 10 minutes avant tes sketchs maintenant. Merwan Ben Lazar, il dit détente, quoi. Ouais. Parce que Gad, il arrive, 5 minutes avant le show il commence à 20h, lui il arrive à 55. Ouais. Le problème, Farid, le show il commence à 20h, il arrive à 20h10. Oui, il dit ça, c'est marrant. Je sais plus, je l'ai vu et il dit en gros, Gad, pas de souci, il arrive 5 minutes avant. Alors Ouais, j'ai travaillé avec lui. Il a fait aussi ma première partie. Il est très doué. Et il m'a vu, en effet. Ouais, il m'a vu débouler. Moi, alors, bizarrement, les gens pensent que si tu arrives 5 minutes avant le show, c'est que tu es un mec très détente. Mais la raison pour laquelle j'arrive 5 minutes avant, c'est pour être très détente. Parce que moi, si je suis pendant 1 heure dans la loge, je il y a cogite. l'attente. Ok. Et moi, j'aime pas cogiter. J'aime pas quand ça commence parce que j'ai une pensée en arborescence, comme beaucoup d'artistes. Je fais des liens avec les trucs, je pense. J'ai pas envie de penser, moi, j'ai pas envie de réfléchir. Donc ça, je viens. On va dire que si le show est à 20h, la première partie, la seule chose qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je sois là quand la première partie démarre, Je parce vais que te c'est le demander moment ça. où je me mets en condition. J'ai un rituel. Et moi, j'ai une routine. J'ai vraiment une routine. C'est pas une routine de théâtreux, machin, mais c'est une manière de me mettre dedans. Tu l'écoutes la première partie, tu rigoles, Ça dépend. spectateur, Non, j'analyse. t'analyses. Parce que j'aime bien parler des vannes après. Ok. Là, c'est Harold Barbet cette semaine qui est très doué. Je lui ai dit, ah tiens, il y a ça, ça, ça. Et puis eux aussi. Moi, j'aime bien quand les premières parties voient le show en coulisses et qu'ils me donnent des feedbacks. Moi, je suis preneur de tout. Et puis, quand tu as une grande expérience, parce que tu as un grand âge, eh ben, tu sais recevoir et filtrer les commentaires d'un humoriste. Tu sais tout ce qui est admiration, jalousie, vrai conseil, Ok. faux vrai Analyse les conseil. Tu sais, et tu prends. Et moi, quand Yacine, Roman, je sais pas, des copains, Briac, qui me disent « Ah tiens, j'ai une idée, j'ai un tag, comme on dit.
Tu vois, moi, je parle de ça, ça m'excite. Il n'y a que ça qui m'excite. J'ai envie d'aller... Ok. Bon, quand il me dit ça, ça m'excite. Je vais te donner un exemple. Là, on est à Lyon. On a rempli 5 fois la bourse du travail. Grâce à Dieu, je touche du bois. On a vendu 10 000 billets, tout. Mais j'étais en quête. Et donc, demain soir, samedi, on va dans un petit comédie club de 50 places à 19h avec Harold Barbet pour jouer et tester des nouvelles blagues avant d'aller faire mon gros show. Je pourrais m'en passer. Je suis pas payé, c'est pas de la gloire, c'est pas de l'exposition, c'est pas... C'est du perfectionnisme. Mais ouais, parce que c'est comme si un mec fait Roland-Garros, tu vois, il est tellement passionné par le tennis et on lui dit, tu sais qu'il y a le petit atelier là où ils essayent de peaufiner la prise de la raquette avec cette salle incroyable et tout. Ils vont y aller, les passionnés. Il y a un côté artisanal. C'est super. Et puis tu cherches et puis... Mais attends, du coup, il faut aller à ta dernière date de tournée pour avoir les meilleures vannes. Ou ma première. Oui, non, je sais pas. Moi, j'ai besoin, tu vois, d'aller en club. Je juge pas ceux qui le font pas, mais soyons un peu basiques. C'est pas une grande réflexion. Hein. Si tu joues pas tous les soirs, si tu t'entraînes pas tous les soirs, tu peux pas être sharp. Tu peux pas être un comique qui est affûté. Moi, je les vois, les comiques, s'ils n'ont pas joué en club, ça se voit direct. Même sur scène avec leur public ? Parce que j'allais dire qu'une vanne, elle est beaucoup plus facilement reçue quand un public a payé 50 balles ta place pour venir te voir. C'est intéressant ce que tu dis, je trouve. C'est surprenant, sûrement pour les gens qui nous écoutent, mais c'est une réalité. Quelqu'un qui a payé sa place et tout, en effet, il est en condition. Il est convaincu. Ouais. Mais la qualité de la performance physique, mentale, comique, tu la mesures au fait justement que la personne, elle s'est entraînée ou pas. Moi, je sais pas si tu fais du sport, mais quand tu joues pas depuis 3 mois au tennis ou au foot, je fais du tennis. Bah voilà, le premier jour, tu les mets dehors, tu les mets dans le filet. C'est pas vrai que... En fait, c'est la technique qui doit de revenir et devenir naturelle. En fait, pour que ton coup droit, il soit mesuré et qu'il soit juste, et qu'ensuite, en plus, tu décides de mettre des intentions dessus, il faut avoir joué et taper des balles. Hein. Il faut en taper. Et pareil dans l'humour. Moi, je pense qu'un humoriste surtout dans le stand-up, un mec qui boxe pas en club... Bon, alors je sais pas, peut-être qu'il y en a qui le font pas, mais tant mieux. Il y en a, ils aiment pas. Je sais qu'il y en a qui en parlent. Ouais, ils aiment pas l'ambiance. Je regarde pas mal. Je sais pas si tu connais 4 comiques dans le vent. Ça, c'est le podcast de Seb. Mais j'aime beaucoup. Ouais, c'est bien. Parce qu'en fait, ils veulent tous faire des vannes. Et du coup, moi, j'écoute ça. Je joue à FIFA. Je me tape des barres de A à Z. J'adore. Tu joues à FIFA pendant que tu le regardes. J'adore. Parce que FIFA me stimule pas assez intellectuellement. Donc je dois. C'est génial. Et d'ailleurs, quand je joue à FIFA, j'ai des idées de vannes ou de podcasts. C'est genre, en fait, mon cerveau se met automatique, comme marrant. Quand je fais du sport. J'avais une mini question avant de l'oublier. C'est une vraie question, tu sais que je me la pose depuis des années. Tu joues au simulateur aussi Non. Je sais pas, de F1 ou... Non, du tout. Non, attends, j'ai une PlayStation. Il n'y a que FIFA 17, 19, 21, 23. C'est tout. C'est tout. Non, mon fils, il que FIFA, moi. Okay. Est-ce qu'ils sont rémunérés, les artistes que tu mets en première partie ? Bah oui. Ils sont rémunérés ? Ah ouais. Oh, j'ai eu... Alors, ça, pour moi, c'est un truc... Tout le monde le fait. Tout le monde. Okay. Après les autres comiques, bien sûr. D'abord, tu es obligé légalement de rémunérer quelqu'un qui vient travailler, publiquement en plus. Mais moi, j'y tiens. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le rapport à l'argent et ce métier, il est devenu tabou un peu. Moi, je me souviens quand il y avait les chapeaux dans les clubs. Je comprends comment c'est venu. Le chapeau, je rappelle ce que c'est que en fait, l'entrée est gratuite et le public, comme ils connaissent pas les humoristes, tout ça, ils donnent à l'appréciation. C'est un genre de pourboire. Moi, j'ai jamais aimé ça. Moi, je l'ai fait savoir même. Alors, ça plaît pas forcément parce que les gens disent ouais, mais si on fait pas ça, on peut pas jouer. Peut-être. Mais moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Je pense que un comédie club, si tu viens voir des humoristes, qu'ils soient débutants, pas débutants. Même si c'est 5 € qu'il faut payer, c'est pas beaucoup 5 €, il faut le faire payer. Et je suis sûr que les gens donneraient 5 € avant, plus qu'au chapeau. Et les gens donneraient. Et si tu veux dire, si vous avez envie de donner plus, tu peux installer un truc. Mais puis ils sont pour moi, agressifs avec le chapeau. Ils sont agressifs. Ah ouais. Ils te bloquent à la sortie et ils sont là. Ah, vous avez pas de monnaie, QR code et tout. Et c'est pire.
Oui, pour moi, je trouve ça gênant. Mais pour moi, c'est plus gênant et c'est pire de quémander de l'argent, faire du chapeau et de quémander de l'argent et tout ça, et puis de trouver des techniques, des argumentaires pour essayer de faire le plus gros chapeau. C'est pire que de demander un droit d'entrée. Et moi, je pense que respecter les humoristes qui vont sur scène, même s'ils sont débutants, les encourager pour leur travail, les valoriser leur mérite, leur talent, leur créativité, c'est de dire vous êtes payés, les gars. Et les gars, ils ont payé 5, 7, 10 euros pour vous voir. C'est génial. Un jour, ils vont payer 20, un jour, ils vont payer 30, un jour, ils vont payer 50 parce que vous êtes dans une grande salle et vous avez un niveau, vous avez une notoriété. Donc, tout travail mérite salaire. Mais ouais, et puis ils bossent, les gars. Et les humoristes, ils travaillent. Pourquoi, dans un autre métier, non, on paye ? Non, il faut payer. Un peu, mais il faut payer. Donc voilà, moi j'étais pas trop pour ça, mais je sais pas pourquoi on parlait de ça. Je te demandais les premières parties si elles sont rémunérées payées, dans tout le monde est payé, tout le monde est bien payé. À peu près combien ou c'est tabou ça ? Non, c'est tellement pas tabou. Moi je pense que tu remplis 3000 places à 50 ou 100 euros. Là, je fais les maths. Non, combien tu dois aux impôts ? J'ai pas tous les chiffres, faudrait que je demande à mon manager que tu connais maintenant, mais nous, je pense qu'on paye bien. On fait partie des artistes qui payent bien les premières parties. Et même quand il y a des événements spéciaux, on les récompense. Parce que moi, il y en a d'autres qui ont fait ça avec moi. Moi, Jerry Seinfeld, avec moi, il a été tellement généreux. C'est pas un argent dont j'avais besoin, mais il m'a mis en valeur. Et quand je faisais ses premières parties, j'étais bien payé. Et puis, même si j'avais déjà de la notoriété, j'ai senti ce que c'était qu'un mec qui te respecte. Voilà, quoi. C'est des valeurs, en fait. Et puis au-delà de ça, c'est pas non plus une grande qualité, c'est juste mon devoir. Et le devoir de la production aussi, de Gilbert Coulier, de Sébastien, mon manager, de les payer. Parce que voilà, grâce à eux, je suis mis en condition. Parce que c'est un peu ringard de penser que la première partie, l'avantage est que pour elle. Ça, c'est un peu l'ancien monde. C'est j'ai pris une première partie pour le mettre en avant. Parfois, j'ai des collègues de ma génération qui disent c'est sympa pour eux, quand même. Je dis non, mais c'est sympa pour moi aussi. Ah, moi, je peux te dire que j'ai vu Roman débarquer. Je peux pas dire que j'étais encore plus content de Roman, voir non, je le paye pas. Roman, tu le payes pas ? Non, lui, il paye. T'as pas fait ? Non, tu serais capable de faire une première partie de Roman ? Ou t'as déjà fait ? Ouais, t'as déjà fait ça. Mais moi, je le fais quand même. Alors, moi, une première partie d'un artiste. Non, alors, de hiérarchie dans la notoriété, quoi. Non. Même le côté, les blagues un peu d'orgueil, genre, ah ouais, tu ferais une première partie. Non, arrête tes conneries, je fais la première partie. Si c'est pour travailler, je fais la première partie. Je le fais pour n'importe qui. Enfin, n'importe qui, non, je le fais pour les gens. C'est lui qui ralasse. Dont j'aime le travail. Voilà, après, il y a des festivals ou des trucs, si tu parles d'argent, où moi, parfois, je me dis, récemment, je fais un festival pour des jeunes dans le Sud, ils démarrent, j'ai pas envie d'être payé, quoi. Je gagne bien ma vie. Par contre, honorez vos engagements, payez-moi je peux l'acheter mon billet d'avion, mais c'est un détail, c'est une manière de dire, les gars, moi je suis engagé par vous, c'est comme ça, vous vous occupez de mon transport, tout ça, machin, mais moi je viens gratuitement. Ce serait même pas un cadeau de dire je m'occupe de tout, parce qu'ils vont pas apprendre en fait. Mais voilà, et puis voilà, moi je viens pour vous. Bon, le temps file, Gad. Je t'interromps. Et ne se ressemble pas. Putain, j'allais faire de la merde. Dis-moi. Pas grave, ça fait une heure qu'on en fait. Ouais, c'est vrai. C'est moins d'une heure. J'ai envie de parler d'entourage. Ouais. L'entourage. Déjà, je vais te poser cette question toute simple. Est-ce que tu estimes qu'on réussit ? Je te parle même pas. Je parle dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut réussir seul ? Non. Ça n'existe pas ? Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est des phrases bateau, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, j'en suis convaincu aussi, mais. Je pense on pense qu'on réussit seul, mais pour mettre en œuvre ce qui sont nos rêves, nos désirs, c'est une illusion de penser que ça s'est fait seul. Il y en a qui disent je me suis fait tout seul. Alors oui, peut-être, mais quelque part, tu te fais tout seul parce que tu crées des opportunités qui font que les gens vont te tendre la main, vont t'aider. Mais les opportunités dépendent des autres aussi. Voilà, mais ils étaient là. Et c'est vrai que je dis pas que j'aurais pas fait ma carrière sans Michel Drucker, mais le jour où il m'accueille dans son émission et que je suis un très 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 jeune humoriste, ça me donne, c'est un coup de trampoline énorme, mais c'est moi qui ai créé l'opportunité aussi, quoi. Puis après, tu as créé l'opportunité amoureuse. Oui. C'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Mais c'est juste ce que tu dis. C'est comme en amitié, en amour. On réussit pas seul. Moi, je pense pas qu'on peut réussir seul. Et puis, c'est pas intéressant.
C'est tellement pas le côté. intéressant. Est-ce que réussir, Moi, la c'est victoire, pas je embarquer des gens? Mais non, mais réussir, c'est pouvoir atteindre la joie. La joie seule, c'est compliqué. La joie sans le partage, c'est compliqué. Moi, hier, quand je fais un show à Lyon, à la Bourse du Travail, qui est super parce que je l'aime, il y a des soirs difficiles, mais hier soir, c'était un super soir. Je sors, je vais voir Wafi, qui dirige vraiment mon show techniquement, et parce qu'on se regarde pendant tout le show, il est vraiment mon œil, et je le regarde et je suis content, et on est ensemble dans la réussite. Je vais voir Seb, mon manager, et on est ensemble dans la réussite, et j'appelle Gilbert, et mon producteur, et on est ensemble. C'est le partage, c'est un peu comme en amour. Après, tout seul, bah, ça veut dire que tu es sur un autre registre, mais why not? Il y a des gens qui... Il y a deux personnes à qui je pense. Isabelle Nanty et Eli Kaku. Alors Eli, je savais un petit peu que tu le connaissais, que vous étiez potes. En fait, en réalité, je crois que tu étais son assistant. Ouais, exactement. Que tu as provoqué aussi, ça? J'étais son poursuiteur, quoi. Je faisais la lumière, quoi. Je poursuivais, mais c'est le cas de le dire. Et puis c'est intéressant de poursuivre quelqu'un. Putain, attends, la blague que tu fais dans un des sketchs sur le gars qui te suit avec la lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas recommencer toi là-haut avec la lumière. Celui-là va me suivre encore. Yallah, allez, viens, voilà, bravo. Celui-là là-bas, c'est ça son travail. J'ai jamais vu un travail comme ça. Il est payé pour faire ça tous les soirs. Yallah, عود de l'autre côté. Yallah, bravo. Yallah, عود, ouais, bravo. Salopard. J'ai jamais vu un travail comme ça. Ça vient de ça, par exemple, peut-être, ou pas? inconsciemment, mais parce j'ai que été poursuiteur. Été à sa place, en fait. D'ailleurs, j'ai toujours été très exigeant avec mes poursuiteurs parce que moi-même, je l'ai été, j'ai fait ce boulot. Et je sais que c'est compliqué, mais je sais aussi comment il faut faire pour bien le faire, et j'admets pas quand c'est mal fait. Moi, j'aime bien quand c'est bien fait, j'aime bien quand c'est pro, j'aime bien quand c'est carré, j'adore. Bon, tout le monde aime le travail bien fait, mais sur scène, ça doit être propre, c'est sacré, en fait. C'est quand je rentre sur scène, moi j'ai envie que les mecs qui, je sais pas, j'ai pas envie d'avoir des gens qui font le truc à moitié, quoi. Et juste là-dessus, est-ce que c'était une manière, comme moi je le fais aussi, de te recevoir et de recevoir plein de personnes qui m'inspirent, même si clairement je pense pas que tu voulais faire poursuiteur dans ta vie ou je sais pas comment on dit, mais bref, poursuiteur, c'était une manière en fait de te rapprocher de gens que t'admirais. Totalement. T'avais ce syndrome de l'imposteur malgré ça, de te dire... Tu penses bien. D'abord, Eli Kaku, ça a été le premier mec connu que j'ai connu, c'est-à-dire que je n'ai jamais... C'est la première fois que je vois ce qu'est la notoriété. Isabelle était pas connue, c'était ta prof elle avait en plus, c'est ça? Non, c'était pas ma prof, elle était enseignante à Florent, elle a été mon metteur en scène, elle a une grande amie. Mais, et puis elle m'a apporté tellement, c'est-à-dire différemment, avant le stand-up. En fait, Isabelle Nanty m'a apporté une forme de solidité, de profondeur, de socle qui m'a permis aujourd'hui d'aller faire du stand-up plus légèrement. Pas légèrement dans le fond, dans les propos, mais d'être à l'aise avec simplement parler au public puisque tu incarnes déjà quelque chose, tu vois. C'est pour ça, d'ailleurs, quand tu vois certains stand-uppers qui ne sont pas ancrés, même physiquement, tu vois, ça bouge comme ça, quoi. Je voyais des vidéos et tu écoutes plus ce qu'il dit. Ouais. Tu vois sa gestuelle. Ouais. Moi, j'ai vu d'autres vidéos, enfin, je regarde beaucoup. Par exemple, ils parlent, parfois ils sont gros, ou je sais que c'est une sorte de thérapie, mais je vois qu'ils sont pas à l'aise en me disant, et c'est gênant, ça. Ben, quand tu commences à entendre une musique dans le stand-up, quand tu commences à entendre un petit... Ou alors quand ils font un peu ils ont des tics de stand-up, parce qu'ils imitent peut-être des gens, ou alors... Et puis c'est ça après l'art, hein. On va pas se mentir, pour commencer l'art, tu imites les gens. Peut-être, mais il faut que ce soit incarné. T'as imité, toi? Ah bah ouais, grave. Moi, Attends, Picasso a dit, il me semble, good artist copy, great artist steal. I love it. You're a great artist? I'm a great artist. Yeah, no, I understand. Moi, je comprends tellement ça. Et en musique, n'en parlons pas, tu vois. Après, c'est qu'est-ce que tu fais des choses qui existent déjà. Je crois que, bon, on va pas revenir sur ces polémiques et tout, mais en 2 mots, c'est assez petit de dire oh, ça ressemble à ça, il a fait et l'autre il a fait... Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Moi, si je te donne la raquette de Nadal, tu gagnes pas Roland Garros. On est d'accord? L'entrepreneuriat, on dit, c'est 99%, enfin c'est 1% l'idée
et 99% l'exécution. Ça fait des années que je veux te parler de ça, parce que je l'ai vu, moi, copie comique. Je voulais aussi te dire une chose, je t'en ai pas parlé en off, je te le dis cash. Ayant commencé un petit peu de stand-up, donc déjà, je tiens à le dire à toutes les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, mon talent ne représente pas un quart de même les gens que je vois en vidéo. Donc c'est facile de critiquer, mais beaucoup plus dur de faire. Par contre, je me suis retrouvé avec des mecs qui ont mon âge et qui ne reconnaissaient pas en fait ton travail. Quand je dis ne reconnaissaient pas, c'est qu'ils s'arrêtaient sur ce vol. Et moi, je comprenais même pas. T'as fait quoi, 9 shows ? Ouais, bon, peu importe. Mais par exemple, on parlait de Jamel tout à l'heure. Je suis désolé, Jamel est géant. Mais d'un point de vue pur stand-up, c'est pas le meilleur des stand-uppers. non, mais c'est parce qu'il a arrêté aussi. Il a Bien choisi. sûr, mais parce qu'il a une autre zone de génie, il peut-être. a choisi. Il est très bon dans d'autres choses. Oui. Mais ça, bref, on parlait du 99%. J'aimerais savoir une mini chose. Moi, je suis d'accord avec ce que Toi, tu dis. Mais en même temps, il faut pas trop. Comment dire ? Il faut rester dans le travail. Alors, ça me touche ce que tu dis, mais on peut pas aller trop vers ça parce que finalement, on sort du travail. Et on peut pas, finalement, moi, je pense que c'est de la flemme. C'est de la flemme intellectuelle aussi de repérer où sont les problèmes. Quand tu repères où sont les problèmes, c'est que tu n'es pas en train de grandir. Quoi. Bien sûr. Qui a fait quoi Attends, et lui, et ça, et les gens qui sont sur les réseaux qui disent oui, lui, il a fait une vidéo. Et encore, moi, mon cas, c'est rien à côté de ce que je vois. Il y a des jeunes humoristes qui viennent me voir justement parce que, parce que j'ai vécu ça, mais ils me disent ouais, mais ils me disent que la vidéo que j'ai fait, c'est. Je dis mais on s'en fout en fait, on s'en fout. Tout le monde doit prendre à tout le monde et il faut y mettre du sien, il faut y mettre quelque chose de. Bon, après. C'est une manière de fuir le travail, hein, encore une fois, quoi, tu vois. Mais en même temps, je le répète, ça m'a servi, si tu veux, ça m'a secoué. Parce que j'ai envie de faire des choses uniques et singulières. Et aujourd'hui, tu prends mon show, n'importe qui me dit aujourd'hui, dans mon show d'aujourd'hui, ouais, mais il y a ça qui rappelle ça, je vais lui dire... je m'en fous. Fuck you. Ouais. Tu l'as vécu juste comment Est-ce que tu avais l'impression d'avoir... Est-ce que tu as douté déjà sur ton public ? Non. Sur le spectacle que tu as sorti juste après. Non, pas du tout. Mais ça n'est. Tu n'avais même pas des preuves. Est-ce que tu n'avais pas l'impression de leur dire écoutez, il y a ça qui est sorti, mais mon talent n'est en aucun cas remis en question. Moi, je pense. Et mon travail. Ouais, écoute, je vais te dire, ça a déclenché un travail sur moi qui est vraiment le plus important dans tout ça, qui est l'orgueil, en fait. On a de l'orgueil, en fait. On a trop d'orgueil. Putain, c'est une question que je vais te poser. Ouais, on a trop d'orgueil. Si quelqu'un te dit, t'as fait une blague qui ressemble à celle-là, soit tu dis, ah ouais, c'est vrai. Mais de vouloir se battre à faire entendre la vérité, comme quoi t'es un mec incroyablement irréprochable, c'est de la merde. Mais ça prend du temps de le comprendre. Et moi, aujourd'hui, je baisse les armes remblées, quoi. Tu t'en fous, en fait. Mais c'est pas que je m'en fous, je pense qu'il y a une partie de ce qu'ils disent qui est vrai parce qu'on est à une période où tu t'inspires de tout, t'es jeune, tu vois le stand-up américain, tu vois, mais au-delà de ça, c'est le travail qui compte. Voilà, quoi. Mais j'étais orgueilleux. Moi, le mec, là, on m'accuse. Mais donc, c'est un péché d'orgueil, quoi. Mais aujourd'hui, plus j'essaie de faire un travail sur l'orgueil et plus je m'en fous, mais complètement de il a dit, il a fait, parce que ça, franchement, c'est une perte de temps. Même là, ça y est, je pense qu'on a assez parlé de ça parce qu'on va tourner, on va rentrer dans une zone. Non, on va aller dans une zone. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont rencontré le pape. Donc, pour ton prochain sketch. Waouh. Celle-là, si on te la vole. Ouais, c'est ça. Ouais. Celle-là, tu sauras. Je voulais te poser une question un peu perso. Déjà, je veux savoir, est-ce que tu te fais suivre? Je te fais suivre, c'est ça. Non, mais tu t'es fait accompagner, tu as vu des thérapeutes, tu as vu des gens. Ça m'est arrivé. Alors, pas de manière, on va dire, très longue avec une thérapie, genre psychanalyse de 20 ans, mais ça a été des moments de vie. Alors, peut-être à tort, j'y ai été que dans des moments de souffrance ou de complexité où je voulais gérer des problématiques perso, émotives, affectives, psychologiques, mais je pense qu'il est bon, quelque part, comme l'entraînement. Pas pour tout le monde, hein. Pour moi, il est bon d'avoir un petit truc ou un petit suivi de coaching. Donc, je parle à quelqu'un de temps en temps, même quand ça va bien. Hein. C'est juste pour réguler un peu les choses, c'est juste pour comprendre, pour rester dans le vrai, avoir du recul et surtout travailler sur moi. Et puis, j'ai fait un truc l'été dernier. Alors, j'en parle parce que j'en fais même la publicité, parce que c'est un programme exceptionnel. J'ai fait une retraite à San Francisco. Alors, il y en a en France, hein, il y en a en Belgique, il y en a en France, il y en a dans la francophonie. Et ça s'appelle l'Institut Hoffman.
Et l'Institut Hoffman, c'est un programme, et c'est un process, c'est une méthode de Bob Hoffman qui a créé ça dans les années 50. C'est une thérapie, de développement personnel qui est basée sur ce qu'ils appellent le self-love, hein, l'amour, se considérer, se respecter, s'aimer, et les blessures d'enfance. On parle beaucoup de l'enfance, alors pas forcément parce que tu as eu une enfance terrible ou tragique. La boîte de chocolat que ton père t'a jamais filée. Voilà, des petites choses. On a tous des petites boîtes Bien de sûr. chocolat. Et en fait, ah ouais, t'es bien informé. Et C'est que cette interview, je crois que je l'ai tellement pas bossé que je connais trop ta life, voilà, en fait. ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, voilà, je parle de ça parce que cet été, j'ai été faire le séminaire. Et ça a fait été du bien, ouais. bouleversant. Je pense que ça m'a changé la vie, en fait. Et j'en fais la publicité carrément parce que... T'as un code promo, ouais. Non, c'est exceptionnel. C'est un programme exceptionnel. T'as fait des tests Ça s'appelle psycho. Hoffman. T'as fait des tests de personnalité. Parce que tu as parlé tout à l'heure du fait que tu pensais en arborescence. Ouais. Ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais à Ouais. quel moment t'as capté ça? Moi, j'ai jamais été diagnostiqué ou même testé parce que quand on était petit, encore plus avec la culture marocaine, je pense pas qu'on était très ouvert, même si on avait une famille qui était ouverte d'esprit, mais on était très ouvert à la singularité des enfants, tu vois. Chez nous, un enfant qui pensait à autre chose, ben, il était juste, c'était pas un bon élève, c'est un caissoule, c'est un cancre. Un mec qui est unique, ben, il est fou. Un mec qui est... Donc, j'ai pas eu de diagnostic comme ça, mais je peux dire, je sais pas si ça s'appelle le TDAH ou aujourd'hui, mais je peux dire en tout cas que j'avais beaucoup de mal à me concentrer quand j'étais petit et aujourd'hui encore. Non pas que j'ai du mal à me concentrer, mais j'ai besoin de stimulation et de faire des choses qui m'intéressent. Je te donne un exemple concret. Hier, j'ai été faire un cours de pilates. J'aime le pilate parce que ça me fait du bien, c'est pas des charges lourdes, c'est de la mobilité. Je t'imagine là. Ouais, mais non, mais voilà, je vieillis, j'ai envie de bien vieillir, j'ai envie de sur scène, le corps c'est important pour Bien moi. sûr. J'ai travaillé sur le corps toute ma vie. Bien sûr. Et en fait, hier, je disais à la prof de pilates, c'est incroyable, la chose la plus difficile pour moi, c'est pas les mouvements physiques, c'est de pas penser à autre chose. D'être concentré sur l'instant présent. Et en fait, c'est la problématique. C'est soit on est dans le passé, la nostalgie, la déprime, soit dans le futur, l'excitation ou l'anxiété. Mais je ne sais même pas si c'est une histoire d'instant présent, mais c'est que moi, quand je fais des choses comme ça, c'est pas très intéressant de faire du sport, en vrai. Ça ne m'excite pas. Quand je fais de la musique, oui, je ne pense pas à autre chose. Quand je fais... bref, je ne sais pas. Mais moi, je pense tout le temps à autre chose. Et ben, c'est compliqué pour moi parce que je vais dire quelque chose de très vrai et très prétentieux peut-être, c'est tellement plus intéressant ce qu'il y a dans ma tête que... T'adores te poser des questions et réfléchir. C'est génial. Je suis dans ma tête. Parfois, quand je vois mes enfants le faire, ben, je les reprends pas, je dis laisse-les. Mais là, je t'avoue que j'ai pas pensé beaucoup à autre chose depuis qu'on est en train de parler. Un peu, mais pas beaucoup. Donc c'est bon signe. Mais ce qui est fou, en revanche, c'est que je peux parler avec toi et penser au pilates. Alors que... Je sais pas si c'est positif, du coup. En tout cas, on fera pas de séance ensemble, je te le dis dès maintenant. Ponce Pilate. Ton papa était mime. Il a fait du mime, ouais. Ouais. Bon, déjà, parenthèse, j'ai pris l'avion avec ton papa. Ah ouais? Ouais. On en parlait hier avec ma mère. Parce qu'il est pilote de ligne aussi. Non, non mais pas du tout. Et ma mère m'a dit, c'est le père de Gad. Et à l'époque, on dit, gros mytho. Et du coup, on est allé parler à ton papa. On faisait Casa Paris, bref. Est-ce que ta carrière, il y a une partie où Est-ce que c'est une continuité de son art? Ouais, je pense que lui, il aurait aimé être artiste. Il le dit, il en parle. Il n'est pas très honnête avec ça parce qu'il n'a pas fait non plus le boulot pour le faire. Mais en même temps, il dit que c'est pour éduquer ses enfants. Et il dit une chose, si j'avais été connu, toi, tu n'aurais pas la vie que tu as aujourd'hui. Il est bon, il est bon. Ouais. David, c'est ça? C'est une feinte, ouais, David, c'est une feinte. Mais on va dire que l'engagement physique que j'ai sur scène, je le dois à mon père complètement. Mon frère Arié, il est acteur. Et Judith, elle est écrivain et scénariste. Elle prépare son premier film adapté de son roman qui s'appelle Une reine, qui est une histoire très très perso, de famille, très belle et tragique. Et tu joues? Si elle me donne un petit rôle, je le fais. Gratuit. Gratuit. Et non, excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais non, voilà. Là-dessus, justement, ils sont aussi artistiques, donc j'imagine. Oui, les enfants. Après, c'est les enfants, on verra. Bon, alors, le grand, moi, il fait de la production musicale, il fait déjà des choses très très intéressantes au niveau de la musique. Le petit, bon, c'est pas encore, il est trop petit, mais la création, c'est dans la famille, ouais.
C'est juste sur ça, c'est peut-être un peu la dernière partie. Après, je vais te poser quelques questions un peu drôles, tu vas rigoler. C'est bien de dire à un humoriste qu'il va rigoler avant. T'inquiète. Tu sais qu'à la base, je te dis de toi à moi, je voulais écrire en 3 minutes, mais c'était trop compliqué. Ouais, je Donc comprends. voilà. Ouais, 3 minutes, c'est long. Fous de ma gueule. Bref, c'est pas Non, grave. mais je te dis Non, la mais vérité. 3 minutes quali, parce que je peux Ouais, t'écrire 3 minutes de merde et après Ouais. tu vas pas rigoler, je vais m'afficher. Il je vaut vais mieux dire, 3 on cut. minutes quali que 10 minutes De merde. calées. Je voulais juste parler de l'art de l'héritage. J'aimerais comprendre une chose. Comment tu retransmets ça Comment tes parents t'ont retransmis ça et aussi à ton frère et ta sœur? L'art de miser sur soi. On parle Wow. d'artistique, mais c'est vraiment miser sur soi. Il n'y a aucune école, malgré que tu fasses Florent ou que tu ailles à Montréal faire sciences politiques, je crois, à la base. Ouais. Il n'y a aucune réelle théorie qui t'amène à la finalité que tu cherches. Tellement pas. Alors j'appelle ça la flamme. C'est peut-être une vision plus spirituelle, mais je crois profondément que les enfants, les humains en général, ils ont, quand ils ont une vision, une intention, il y a une flamme, il y a quelque chose qui les guide. Et moi, je n'arrive pas à appeler ça autre chose qu'une flamme parce que j'ai toujours su que j'avais une mission et un truc à faire artistiquement et que j'allais devenir la personne que je suis devenue. C'est bizarre, je l'ai su, quoi. C'est comme une révélation C'est que j'ai rare même. eue. Ouais, c'est Je veux rare. dire, c'est parce que je pense qu'il y en a Tu t'identifiais auprès de qui quand tu étais plus jeune? Hmm. Il y a quelqu'un où tu t'es dit, bah attends, s'il le fait, moi aussi. Wow. Thierry Le Luron. Donc, c'est- euh, Raconte-moi juste, je veux pas spoiler le spectacle, Non, mais il y a un déclic que tu as eu qui est Ouais. assez important assez jeune. Tu peux Ben, nous raconter rapidement? C'est lié parce qu'on parle de l'enfance, on parle de la flamme, on parle de l'envie. Moi, j'avais envie d'être artiste. On est au Maroc dans les années 70, donc la télévision française, on ne l'a pas encore à cette époque. Donc on a un magnétoscope, on fait venir les cassettes vidéo Il de n'y a pas Paris. d'Arbrelof encore? Il y a Oui, Darbrelef, pour expliquer, donc c'est l'endroit où il y avait beaucoup de piratage à l'époque. Bon, c'est aussi un haut lieu de C'est le plein de choses. vidéoclub de Gad à Ouais. ciel ouvert. Voilà, ouais. Ouais, c'est là où ils ont des films en DVD que j'ai pas encore tourné. Et là, ouais, c'est l'ancêtre de la vidéo à la demande. On demandait à ma tante qu'elle nous enregistre une émission télé française, on la mettait dans le magnétoscope et moi je regardais un artiste qui était un imitateur incroyable, qui était Thierry Le Luron. Et je raconte d'ailleurs dans le sketch qu'il était tellement fort qu'il imitait des gens que je ne connaissais pas et je disais à mon père, ouais, il le fait trop bien. Ça, c'est une manière de dire qu'on sait reconnaître le talent et la puissance. Encore une fois, la flamme. Et je voulais être cet homme-là. Je n'étais pas très encouragé, mais Tu jubilais déjà. je jubilais. Et un jour, il passait à Casa. J'ai dit à mon père, amène-moi. Il m'a amené. Il a été pour acheter des billets. Il est revenu. Il m'a dit, c'est trop cher. Et c'est vrai, hein, c'est une vraie histoire. Oui, t'étais avec Judith, c'est Voilà, ça? avec ma sœur. Et il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Et là, les psys, si vous nous écoutez, offrez-nous votre feedback, votre analyse. Mon père m'a dit, c'est trop cher. En plus, il est seul sur scène. Voilà. Est-ce que la qualité d'un spectacle C'est cher dépend pour une personne. Ouais, c'est quoi, cher pour une personne. Il a dit ça à un mec qui en a fait son métier. Et voilà, donc après, Ouais, non, mais il y a une vraie histoire derrière. je... T'as provoqué ton destin. Ouais, j'ai provoqué mon destin. Je veux pas tout raconter, mais en Non. gros, voilà, je me suis sauvé de chez moi le soir où j'ai pas pu aller voir le show et j'ai été vers le théâtre. Et vers ce théâtre, c'était fermé. J'ai réussi à rentrer et puis j'ai découvert la scène à 8 ans parce que j'ai foulé les planches et je me suis retrouvé face à des sièges vides, un gardien qui faisait le ménage. Et vraiment, je suis tombé en amour, comme disent les Québécois. Mais j'ai eu comme une vision, comme quand des gens au niveau de la spiritualité, de la foi, ils disent avoir une révélation. Moi, j'ai une révélation ce jour-là. J'ai ressenti un truc très fort. Et en fait, c'est à peu près ce que je ressens quasiment tous les soirs sur scène. C'est une très belle histoire dans le sens où ça boucle un peu cette chose. Et c'est comme si on m'a donné un peu ce sentiment. On m'a dit, toute ta vie, tu vas essayer d'atteindre ça. Mais alors, le sentiment que j'ai ressenti, l'émotion que j'ai eue en rentrant sur scène la première fois à l'âge de 8 ans, où je suis passé vraiment par derrière, je me suis un peu j'ai resquillé, on va dire. Il était si fort, le sentiment, que je le ressens aujourd'hui, mais je ne l'ai pas ressenti pendant toutes ces années de scène. Je ne sais pas comment te dire, ça s'est affiné, ça s'est épuré. Aujourd'hui, quand je rentre sur scène, Ça revient d'un coup. mais non, mais aujourd'hui, c'est pur. Alors, il y a des soirs plus difficiles que d'autres, bien sûr, des publics plus difficiles que d'autres, des salles, moi, qui suis moins bon que d'autres soirs ou meilleur que d'autres soirs. Mais le sentiment pur,
où je suis centré, où je suis sur scène, je regarde le public, boum, je démarre et je mets un coup, parce qu'on met des coups quand on fait rire, alors c'est la plus belle chose au monde. Tu dirais que cette flamme était là, mais que ce soir-là, cette flamme est devenue réalité? Ou T'as pu te alors, projeter? ou alors il y avait une lueur et c'est devenu flamme ce jour-là, ça s'est allumé. Ok. La flamme s'est allumée ce jour-là et j'ai ressenti j'étais dans un état de grâce. Voilà, j'étais dans un état de grâce, jeune, en montant sur cette scène, et je l'ai retrouvé que récemment, parce que je me suis libéré de tellement de choses sur scène que j'ai retrouvé cet état de grâce, avec des soirs moins bons que d'autres, et des soirs où je suis moins performant, plus performant. Il y a des soirs où je suis au top, il y a des soirs où je suis moins bon, il y a des soirs... Et en général, je le sais. Hein. C'est pas vrai qu'il y a que le public qui sait... tu le ressens, quoi. Surtout, t'es hypersensible ou t'as une grosse sensibilité? Ouais, totalement. Ouais. Et c'est plutôt un avantage pour le stand-up, tu dirais, ou pas? Ah ouais, direct. Ouais. Je pense que tu sens les gens, tu sens les choses. J'ai une anecdote marrante par rapport au fait du ressenti. Un jour, j'ai fait un show qui était pas top. Je sais plus dans quelle ville c'était. Ma mère était dans la salle. Et je suis sorti, elle m'a dit ça va? Je lui dis non. Je me suis pas senti bien en fait sur scène et j'ai pas aimé mon show. Elle me dit mais non, ça c'est ta perception, toi sur scène. Mais dans la salle c'était pire. Et j'aime bien cette blague parce que ça raconte le fait que les gens proches de toi ils sont intransigeants. Quoi. Comment tu le vis, juste un bide? Je voulais parler de ça. J'en ai fait un. J'en fais encore aujourd'hui. T'en fais vraiment? Moi je suis en encore quête de bide. Tu remplis des salles de 3 5 000 personnes et il y a des... Ça c'est de l'orgueil de dire ça. Non mais je sais, mais on a du mal, on s'imagine en fait nous des bides. Mais je prends des bides au Paname, je prends des bides au... Okay. Alors c'est pas des bides retentissants qui sont une humiliation, après, ouais. Une humiliation qui va mettre en péril ma carrière. Mais franchement, j'essaye des blagues dans des clubs qui ne marchent pas et c'est pour ça que je vais dans les clubs. D'ailleurs, si tu prends pas de bide, c'est pas drôle, ça enlève le... T'es pas un grand. T'es pas un grand, moi j'ai envie d'être un grand. C'est là la souffrance. J'ai envie de laisser quelque chose, j'ai envie d'être dans le... T'es pas encore grand, et tu puis, crois? Non mais j'ai envie de... Ce show-là par exemple que j'aime, il est en voie d'être un show qui est très 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 puissant quoi. Et je veux qu'il devienne trop puissant et que ça tue toutes les 40 secondes maximum. D'ailleurs, avant, je m'inquiétais d'avoir beaucoup de temps dans mon show. Aujourd'hui, ma priorité, c'est de réduire. J'aimerais tellement avoir une confiance en moi pour dire je fais 1h15, 1h20 où je vous ai tué. Merci, au revoir. Okay. Si les gens font 3 heures de show, il y en a un. Ouais, mais ça reste d'être... Enfin, franchement, comme les films, hein, au final. Si tu fais 3 heures de show... Bon, après, si t'es un génie, que pendant 3 heures tu fais rire non-stop, bon, bravo. Mais l'être humain, entre 1h15 et 1h20, allez, 1h25, il peut pas rire pendant 1h30 toutes les 40 secondes, quoi. C'est pas un film, quoi. Un film, t'as l'histoire, t'es porté, tu regardes des moments où tu ris pas. Et je pense que le stand-up, entre 1h15 et 1h20, c'est bien. Et hier soir, j'ai fait 1h30. Et dans mon entourage, dans mon équipe, je demande quand je sors et je vois... Et je me dis finalement, plus je réduis, et c'est comme... Plus t'es sharp, au final. Ouais, c'est le tamis, quoi, tu vois. Il va rester que de l'or, il va rester que des pépites. C'est ça quand t'écris, non? Alors attends, excuse-moi, je peux pas faire genre, il y a ton manager à côté. Ouais, il est là. Mais tu me connais, entrepreneur que je suis et gratteur que je suis. Est-ce qu'on peut gratter un peu ou pas du tout? 5 minutes. Après, 5 minutes. Parce qu'on va voir Bruno, et Bruno, c'est un mec important. Je vais faire une blague, genre je suis pas important, mais non, c'est vrai, je suis pas important. Tu peux t'appeler Bruno. Bon, déjà, j'ai juste une chose à te dire. Si Thierry Leluron, c'est ça, hein? Ouais, m'a permis de me révéler et de devenir artiste. Pourquoi tu veux finir ma phrase ou tu sais déjà ce que je vais dire? Non. Tu te rends compte que tu as créé des vocations? Et je vais aller plus loin. Je pense que c'est toi et Jamel. On en parle du nombre d'humoristes qui sont arabes? Tu t'en rends compte ça ou pour toi c'est genre non, il n'y a pas vraiment de corrélation? Alors, il y a... je peux pas ne pas, quand je vais dans les comédie clubs, je peux pas ne pas voir les similitudes, les inspirations, et d'ailleurs ça me réjouit. Bien sûr. Enfin, d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure du plagiat et tout, je l'ai pas dit parce que c'est encore plus orgueilleux, mais j'aurais tellement aimé leur dire, mais attends, mais de quoi vous parlez? Vous savez le nombre de gens, moi, que je rentre dans des comédie clubs, ils parlent comme moi.
Et je me dis, c'est incroyable. Mais moi, ça me réjouit. Et puis, laisse-les. Et puis, ils vont trouver leur truc. Et voilà. Bon, est-ce que ce sont les origines ? Je sais pas. Est-ce que mes origines judéo-marocaines font que ça a ouvert la voie à l'identité ? Peut-être. Parce que je t'avoue que moi, quand j'ai vu Michel Boujna pour la première fois, eh bien, je me suis dit, waouh, il y a une porte pour nous. Et je pense que Jamel, quand il a vu Michel, quand il a vu Smaïn, quand il a vu... dans un garage, je crois, ou sur un parking avec Michel. Ouais, je sais ça. pas. Mais je me dis, crois qu'il l'a interpellé comme ça. Il y a quelque chose. Mais est-ce que moi, je vais ouvrir la... Oui, bien sûr qu'on ouvre la voie, et tant mieux. Mais il faut que je m'ouvre la voie aussi à moi, à quelque chose de plus fort. Et puis, je te dis, ce show, il faut qu'il soit le plus beau show de ma vie. Donc, je suis en train de le bosser tous les jours. Moi, je peux te dire que tu as fait 9 shows avant et que... Enfin, t'as pas à me répondre. En fait, là, moi, je te le dis de manière objective. Ma génération, tu as créé des vocations. Ce que je dis à toutes les personnes qui nous écoutent, et le but, c'est de montrer des rôles modèles. Ouais. J'adorerais qu'il y en ait dans d'autres sports, d'autres disciplines, etc. D'autres sports ? Ouais, c'est un sport. D'autres arts, mais d'autres sports, plein de choses. Enfin, je vais terminer avec mes dernières mini-questions. C'est censé être drôle, mais bon, on verra. Déjà, moi, j'aurais coupé censé être drôle. T'inquiète. Bon, en vrai, c'est pas drôle. Est-ce que tu te considères reconnu à ta juste valeur ? Mais ça, c'est orgueilleux ce que tu as fait là. En vrai, c'est pas drôle. C'est pour qu'on trouve ça drôle, alors que tu as dit que c'est pas drôle. Je vois où tu vas. C'est parti, on y va. Il y aura une petite musique ? Non. Mais fais-moi plaisir, mets une musique. Ok, je mettrai une musique. Je fais en playback. Vas-y. Bon, rapide, très rapide. Je mets la musique, hein. Promis, okay. Je te jure que je la mettrai et tu la valideras. D'un jeu télé. Ok. Genre celle où t'es bourré avec Jamel. Non, je te rappelle ou pas ? Moi, je m'en rappelle. Bon, est-ce que tu te considères reconnu à ta juste valeur en France ? Ah oui. Est-ce qu'un comeback avec Jamel un jour, c'est possible ? Ce serait beau, mais il faut qu'il y ait l'envie des deux, bien sûr, et le besoin d'aller faire rire à nouveau. Aujourd'hui, je ne sais pas, on l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas lui où il en est de ce besoin d'aller sur scène. Mais toi, tu pourrais. Ouais, je pense que si on a tous les deux envie, je pense que... Mais il faut que ce soit organique, il faut que ce soit ressenti. Okay. Il ne faut pas que ce soit juste un truc... tu vois, un marketing, quoi. Il faut que ce soit, waouh, allô, j'ai une idée, et que cette idée, elle soit incroyable. Mais il faut qu'il ait vraiment, vraiment, vraiment envie, quoi. Monsieur Debbouze, j'espère que vous nous regardez. Non, mais Georges Lemaitre, vous voyez. Jamel. Non, mais après, voilà. Ex. Et envie pour lui aussi, surtout. C'est pas que sûr. Notre projet, envie pour lui. En tout cas, le public a envie, je vous le dis. Ça, je pense que les gens ont envie de le retrouver. Ben, évidemment. Est-ce que l'ego, c'est compatible avec le stand-up ? Oui et non. Il en faut énormément pour aller sur scène et faire rire tout seul des milliers de gens. Et en même temps, il faut totalement s'en débarrasser pour aller au plus profond et avoir les couilles parfois de parler de soi dans sa profonde vérité, ses défauts, sa névrose, ses incapacités. Donc c'est un mélange des deux. Est-ce que tu as encore des barrières mentales ? Oui, et elles sont de plus en plus rares et je peux les faire péter facilement, mais pas toujours. C'est pour ça que j'essaie de ménager ma vie, ma forme pour avoir la force mentale, physique, être en forme, hein, vraiment, être en forme, pour que si elles viennent, je peux les dégager. Et j'en ai de moins en moins, mais c'est agréable de les faire sauter. Encore une fois, il faut prendre des risques pour les faire sauter. Et le risque même de prendre des petits bides. Est-ce que tous les Kazaouis te connaissent personnellement comme ils le prétendent ? Alors les Kazaouis, donc habitants de Casablanca, tous les Casablancais, il y en a beaucoup qui me connaissent. Pourquoi ? Parce que j'ai fait tellement d'écoles que... Tu t'es fait virer de tous les lycées. Que je me suis fait virer de toutes les écoles, pas que Feuge, non. T'étais même pas dans des écoles Feuge ? J'ai tout fait. Ah ouais. Okay. J'ai fait Feuge, pas Feuge, laïque, français... Je te jure, il me manque que l'école coranique à Casablanca. J'ai fait tout. J'ai fait l'école religieuse juive, j'ai fait l'école pas religieuse, j'ai fait la mission française, j'ai fait... T'as fait l'IOT j'ai tout fait. Ah ouais, ok. Donc, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, en effet. Et puis, c'est une famille. Puis, c'est chez moi. Casa, c'est ma ville que j'aime d'amour. Et je salue tous les Kazaouis, Kazawines et les Casablancais, Casablancaises qui me regardent.
Avec tes enfants, t'es plutôt leçon de morale ou une bonne treha? C'est une bonne question. Alors, la bonne treha, c'est une espèce de... Alors, non. Et surtout, Non. Surtout là, je ne vais pas le dire. Non. Plus sérieusement, je crois que ça ne sert pas à grand-chose, finalement, d'être dans la correction et encore moins physique. Et, on l'a vécu au Maroc. Alors après, on ne va pas exagérer. Ce n'est pas des trucs dramatiques. Mais c'est vrai que c'était... Paf, arrête. Tu dis, oh. Et en fait, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas ça qui, moi... créer le dialogue avec mes enfants, tu vois. Bon, avec le grand, j'ai pas intérêt, mais... Ouais, il va te la rendre. Ouais, non, mais je crois que on passe par d'autres chemins, et qui sont le dialogue, qui sont la compréhension, qui sont aussi la marge qu'ils ont aussi, où ils peuvent apprendre et faire des erreurs. Mais c'est une autre époque. C'est une autre époque. Mais moi, je juge même pas l'époque où c'était peut-être un peu plus rude dans une éducation, même les profs, hein. Moi, j'ai eu des profs qui nous ont tapé sur les doigts avec la règle. Mais voilà, ça y est, il faut avancer, quoi. Ça fait, je crois que ça fait 17 ans que tu travailles avec ton manager. Est-ce que le sketch Sébastien, c'est pour lui? Eh ben, c'était prémonitoire. Vous vous êtes rencontrés juste après? J'espère qu'il est plus éveillé que le Sébastien qui reste dans sa chambre. Je me rappelle plus du dialogue. dialogue. Tel un sarcophage. Voilà, allongé tel un sarcophage. Oh, putain, t'as les références. Sébastien. Sébastien. Ouais, voilà, donc c'est l'équipe, quoi. C'est l'équipe, c'est un binôme. Allongé tel un sarcophage, je le regarde, je dis, Sébastien. Sébastien. Et je vais te poser une dernière question là-dessus, mais qui m'intéresse énormément. C'est quoi la matière, selon toi, qu'on devrait enseigner à nos enfants à l'école? Oh, super, c'est une très bonne question. Alors, je pense ça existe déjà, mais je pense que ce serait pas mal d'enseigner une forme de civisme et une forme de règles de vie. De vivre ensemble? Ouais, mais de donner des conseils pratiques. Et ça, ce serait génial. T'imagines si des gamins, on leur disait, voilà, il est possible que vous alliez un jour dans une soirée et quelqu'un dise ça. Alors, ce qui serait pas mal, c'est de faire ça et de faire des exercices, des jeux de rôle, des jeux de rôle et drôles aussi, pour pouvoir les mettre en situation. Et je pense que ce serait pas mal aussi de dire, plutôt que... Parce que tu as les écoles laïques qui ne veulent pas entendre parler de religion, tu as les écoles religieuses qui sont dans le religieux, mais en même temps qui ne peuvent pas trop, parce qu'ils acceptent aussi des gens qui sont laïques. Ce serait pas mal de dire, vous savez ce qui se passe en France? C'est qu'il y a plusieurs religions. Vous êtes au courant? Il y a des gens athées aussi. C'est quoi quelqu'un d'athée? C'est ça, ça, ça. Un musulman, c'est ça. Un juif, c'est ça. Un chrétien, un protestant. C'est pas l'éducation religieuse, mais c'est la vie. Elle est faite de quoi, notre société? Et en fait, on n'a pas ça. On a des cours d'histoire. Alors c'est super l'histoire, c'est important de comprendre l'histoire pour comprendre aujourd'hui, mais ce serait tellement plus utile de comprendre notre société, quoi, et de parler du vivre ensemble comme une espèce de concept, une posture des politiques. Non, mais si on avait une matière qui serait le civisme ou le vivre ensemble, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour... C'est quoi qu'on a comme problème? Être honnête, avoir des intervenants, avoir des artistes comme moi ou comme d'autres pour dire, les gars, voilà moi dans quoi j'ai galéré, et faire de la prévention en même temps sur les réseaux sociaux, faire de la prévention sur les addictions. Ça se fait, cela dit, de plus en plus. Le ministère de l'Éducation, il est vraiment impliqué là-dessus. Mais je crois que c'est juste, plutôt que plus tard, ils découvrent les tensions. Je pense que si tu dis à un gamin de 5, 6, 7 ans, c'est quoi la différence entre les religions, il n'est pas en panique dans la cour quand ça se présente, puisque on m'a expliqué, ouais. Lui, il est chrétien. Bon, c'est un manque d'éducation, quoi. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On serait pas mal. Bon, je sais qu'on doit terminer. Un grand merci. On veut terminer. Bruno vous attend. Ouais, Bruno nous attend. J'ai une dernière faveur à te demander. Dommage. Ouais. Désolé, Bruno. C'est quoi? Est-ce que tu peux continuer à faire 1 ou 2 one le temps que je me forme et que je fasse ta première partie, s'il te plaît, gars? Wow. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon du comique, un one, c'est un one-man show. Le gars connaît, quoi. Le gars connaît, quoi. Le gars... Mais j'attends la réponse, du coup. Mais c'est déjà un terme dépassé, le one. Écoute, forme-toi, je vais continuer à faire le métier. Et puis, t'as combien de minutes? Là Alors, à l'époque, j'ai fait 3 sketchs de 5 minutes. C'est sûr que je les referai pas parce que je les trouve nuls. Mais je prends des cours. Donc, je les reprends dans une semaine. Et si tu me le permets, je t'enverrai des trucs. Et même, j'irai jouer sur des plateaux. Mais tu peux faire combien de minutes à peu près? Tu peux avoir 6-7 minutes? Ah oui, ça je peux, ouais. Ok. Donc, devant cette caméra, je dis que si tes 6-7 minutes sont bonnes, tu fais la première partie? Deal? 100%. 100%. Bon, pas ce soir, du coup. Clairement non. pas.
Mais je veux voir le matos. Avec grand plaisir, je t'enverrai ça. Il y a un témoin, il y a le manager qui est là. Un fucking great Tu merci. seras payé forcément. Avec plaisir. Et là, je pourrais parler des Il m'a thunes. demandé si on payait les gens. Je dis on paye tout le monde. Mais je te jure, je me suis toujours Ouais, posé même la ceux question qui sont de pas est-ce drôles, que en on première... Même ceux qui sont pas drôles. Même ceux qui Bon, sortent merci pas en la tout cas. salle. Bon, un grand merci. Un grand merde à tous ceux qui entreprennent. J'espère que ce podcast vous aura plu. Voilà. Amen. On termine en priant. Amen. Ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.